Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Pour ceux qui suivent l'actualité des montres modernes, Géophysique est le nom d'une collection actuellement produite chez Jaeger-LeCoultre. Pour le collectionneur, en revanche, Géophysique est surtout le nom d'un modèle mythique de la marque dont je vais vous raconter l'histoire. Le chronomètre Géophysique est une montre qui a été créée en 1958 dans le cadre de l'année géophysique internationale, d'où son nom. L'AGI était un ensemble d'études et de recherches mondiales qui étaient menées par 67 nations pour en savoir plus sur les propriétés physiques de notre planète, sa relation au Soleil, avec des recherches qui étaient conduites sur la sismologie, la dérive des continents, l'activité solaire, la météorologie, etc. Et alors j'ai retrouvé une publicité de l'époque, et ce qu'on peut y lire est assez intéressant, donc je vous la lis. Voici une montre que nous avons créée tout spécialement à l'intention des hommes de science et des ingénieurs qui se trouvent fréquemment exposés aux effets de champs magnétiques puissants. Mais bien entendu, ceux de nos clients qui n'ont pas une profession technique voudront eux aussi bénéficier des avantages spéciaux qu'offre ce nouveau modèle, fruit des plus récentes contributions de la science à l'horlogerie moderne. Donc tout un programme. C'était une montre qui était créée pour les scientifiques, les ingénieurs, et à cette époque c'était un petit peu d'une certaine manière les aventuriers de l'époque. Et donc c'était un an plus tôt, en 57, que le projet était lancé, avec l'idée de réaliser un modèle de montre qui était résistant à toute épreuve, notamment en termes d'étanchéité, de magnétisme et de réglage. Et alors Jaeger avait déjà lancé tout un tas de travaux sur la précision et voulait continuer sur cette lancée. Je pense à la célèbre Mark 11 qui était fabriquée fin des années 40, début des années 50 pour la Royal Air Force. Et alors cette montre Géophysique, ce qui est intéressant, c'est que d'aspect extérieur, elle ressemble un petit peu au monde de l'époque, en tout cas celle qui était produite dans la fin des années 50 par Jaeger-LeCoultre. Mais en termes de propriété, il y avait tout un tas de choses qui rendaient ce modèle particulièrement intéressant. Il y avait donc un mécanisme anti-choc. Il y avait aussi des propriétés antimagnétiques avec une cage en fer doux qui était capable de protéger le mouvement de l'influence des champs magnétiques jusqu'à 600 Gauss, ce qui était remarquable pour l'époque. En termes d'étanchéité, on avait une montre qui était étanche à 100 mètres. Et alors 100 mètres actuellement, on peut se dire que c'est pas énorme par rapport aux montres qui sont actuellement produites, quoiqu'une grande partie des montres modernes sont étanches qu'à 20 ou 50 mètres. Mais 100 mètres, si on le remet dans le contexte de l'époque, 4 ans plus tôt, en 53, c'était la Submariner de Rolex et elle était étanche à 100 mètres. Alors très vite, elle a été étanche à 200 puis 300 mètres comme c'est le cas actuellement. Mais voilà, si on remet dans le contexte, 100 mètres, c'était vraiment une montre qui était particulièrement étanche. Il y avait aussi l'aspect chronométrie, donc précision, et le butin de marche qui accompagnait la montre comportait la mention résultat particulièrement bon. Donc c'était une montre qui était particulièrement précise. Elle avait toujours dans la précision, un mécanisme de stop seconde qui permettait de régler précisément sa montre pour un temps donné. Et puis un balancier en glutidure qui est un alliage spécial qui est insensible aux variations de température extrêmes. Et c'était donc le calibre 478 BWS BR. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire les lettres. J'ai fait des recherches, mais même c'est impossible de remonter à cette information. Donc si quelqu'un a l'information, je veux bien qu'il me contacte. Et c'était un calibre qui était à remontage manuel, contrairement au modèle actuel qui, si je dis pas de bêtises, sont automatiques. Et c'était vraiment à l'époque considéré comme le nec plus ultra de Jaeger-LeCoultre ou même d'une certaine partie de l'horlogerie. C'était vraiment
l'Apple Watch de l'époque est clairement l'un des modèles les plus importants de Jaeger-LeCoultre dans toute son histoire. C'était donc une montre qui était produite seulement pendant une année, en 1958, donc il y a plus de 60 ans, pour ce qui était à l'époque le 125e anniversaire de Jaeger-LeCoultre. Donc c'était vraiment un modèle iconique et qui était vraiment important dans cette histoire-là. Alors la référence exacte, c'est E168, c'est une montre de 35 mm qui était produite à 1290 exemplaires en or et en acier. Donc c'est très peu d'exemplaires si on met ça là aussi dans le contexte pour une référence donnée d'une marque comme Jaeger-LeCoultre, c'est vraiment une montre qui est peu produite. Et alors, je vous disais 1290 exemplaires. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, il y en a 1038 en acier inoxydable, 222 en or jaune 18 carats et 30 exemplaires en or rose 18 carats. Et il y avait 2 variations de cadran aiguille. Donc voilà, on a des montres qui étaient peu produites en peu de quantité sur leurs différentes variations. Simultanément, il y a une autre rêve de chronomètre géophysique dite un petit peu de luxe qui a été produite. C'est la référence 2985 en or jaune 18 carats qui a été produite à 103 exemplaires. Et alors, ce qui était intéressant aussi, si on regarde le packaging, il y a une boîte qui existe, qui est de forme Spoutnik et qui était présente sur certains modèles. Je pense pas que c'était une boîte qui était livrée avec toutes les montres, donc elle existe à encore moins d'exemplaires que la montre en elle-même, et elle est donc particulièrement recherchée elle aussi. Et alors, ce qui est intéressant en plus de l'aspect technique de cette montre-là, c'est il y a tout un aspect aussi historique qui moi me plaît énormément. C'était donc une montre qui a été portée par le commandant Anderson, donc qui était le commandant du Nautilus. C'était un sous-marin nucléaire qui effectua le premier voyage sous le pôle Nord la même année, donc en 58. Et cette montre a été offerte comme en récompense pour cet exploit au commandant Anderson, donc par la ville de Genève. Et alors, ce qui est intéressant, ça, c'est de se replacer dans ce contexte un petit peu de la guerre froide, où on avait les Russes qui avaient lancé Spoutnik, donc le premier satellite artificiel qui mettait donc les États-Unis à portée de missiles. Et finalement, cette expédition, ce voyage sous le pôle Nord, ces sous-marins nucléaires, c'était la réponse directe des États-Unis à la Russie. Et alors, il y a toute une histoire sur cette expédition, avec le passage sous le pôle Nord qui était une véritable aventure. Le sous-marin a eu besoin de 3 tentatives pour se frayer un passage, une voie comme ça sous les glaces. Il y a eu des tentatives où le sous-marin a manqué de s'écraser contre des icebergs. Il y avait tout un tas d'avaries techniques. Et le commandant avait écrit un livre sur toute cette histoire. Alors, pas de la montre, mais de cette expédition. Le livre s'appelle Nautilus 90 degrés nord. Je crois que c'était la phrase qu'il a prononcée quand il avait réussi ce passage sous le pôle Nord. Ça a duré 3 jours et en remontant, c'était la phrase qu'il a dite. Et ce livre raconte vraiment toute l'histoire de cette expédition. Il y a tout un tas de photos aussi qui sont hyper intéressantes pour se replonger dans le contexte. On voit les photos à l'intérieur du sous-marin, etc. Et c'est un livre qu'on peut trouver en vente sur eBay, pas très cher, et qui est très joli, très bien, enfin très très intéressant à lire, encore une fois bien illustré avec les photographies, et que je recommande, si vous êtes intéressé par l'aspect historique de cette expédition, et ça fait aussi un petit peu le lien avec la montre. Et alors un autre aspect qui me plaît avec cette montre, c'est comme je vous le disais, visuellement la montre est tout à fait classique. Là où on peut la reconnaître si on a l'œil un peu averti, ça va être
la forme des aiguilles, ça va être la forme des index, et ça va être aussi notamment la mention chronomètre à midi, juste en dessous de Gégère-Lecoultre. Mais finalement, c'est assez anodin parce que tous ces éléments pris individuellement, l'inscription à midi, sur d'autres montres, il y a écrit automatique et ça ressemble à une Gégère-Lecoultre classique. Les aiguilles aussi, on les retrouve sur d'autres modèles, les index aussi. Mais voilà, c'est ces petits détails-là. Il y a aussi une des variations de modèle où il y a comme une espèce de cible, une espèce de croix comme ça qui parcourt le cadran. Mais voilà, c'est des petits détails qui individuellement sont complètement anodins et quand on les prend ensemble, on reconnaît tout de suite qu'il s'agit de la géophysique. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup la montre passe complètement inaperçue. Alors au poignet c'est une évidence, mais aussi aux enchères. Et alors la montre en temps normal, elle vaut, on peut trouver des modèles, alors suivant les variations, si elles sont en acier, en or, l'état, etc. Mais on peut trouver facilement des modèles à 20, 30 000. Si on cherche, on a dans cet ordre de grandeur là. Et là où c'était rigolo, c'était que c'était il y a 2 semaines, il y avait une petite vente de province en Normandie, en France, qui proposait la montre et je l'avais repéré et les estimations basses et hautes c'était 400-700 €, donc on était vraiment en dessous de sa valeur réelle. Et quand elle a été mise en vente, la première enchère était à 300 €, c'est-à-dire qu'elle était mise quasiment 100 fois moins que son prix réel sur le marché de la collection. Alors j'ai essayé d'enchérir dessus. Je m'étais dit voilà, il y a 2 cas de figure. Soit elle va partir pour quelques centaines d'euros parce que c'est le prix d'une montre Gégère en acier lambda des années 50-60, soit quelqu'un d'autre l'aura repéré parce que clairement la maison de vente n'avait pas bien fait son travail, ne l'avait pas estimé à sa juste valeur. Et voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, plusieurs autres personnes qui l'ont repéré, là il y aura, la montre va évidemment monter bien plus. Et elle serait là hors de portée, de ce que j'aurais voulu mettre pour cette montre. Elle est partie à un petit peu plus de 9000. Si on fait avec les frais, 30%, on était à 12 et quelques, plus éventuellement des frais de restauration de 2-3 000, on était peut-être autour de 15 000. Ça restait quand même un bon prix par rapport à sa valeur sur le marché. Mais là où c'était intéressant, c'est là où je m'étais dit tiens, il faudrait que je raconte un petit peu l'histoire de ce modèle-là, c'est que il peut passer inaperçu et je nourris un petit peu ce rêve de trouver cette montre à un prix complètement improbable avec un petit peu de chance. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère vous avoir appris des choses sur un modèle emblématique de l'horlogerie suisse et Gégère-Lecoultre. On a à la fois donc un modèle qui est mythique de par ses propriétés. On a tout un contexte historique et géopolitique. Aussi la possibilité de réaliser un coup aux enchères ou ailleurs. Et c'est toute cette histoire qui illustre selon moi le plaisir que l'on peut éprouver à collectionner les montres. Alors je m'arrête ici et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.